Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, c'est l'idéal en fait de choisir le personnage, enfin l'auteur Jean Giraud pour évoquer les mondes parallèles, parce que c'est un auteur dans lequel ont cohabité deux entités différentes, autonomes et néanmoins complémentaires. Parce qu'il y a d'un côté Jean Giraud, dit Gire, qui est une sorte d'héritier de la bande dessinée franco-belge classique et qui est connu pour avoir animé, du moins au dessin et quelquefois au scénario, la série Blueberry. Et de l'autre, il y a la signature Moebius, qui est inspirée bien sûr par le fameux ruban de Moebius, dont Jean Giraud évoque lui-même la définition au détour d'une planche du garage hermétique dont on parlera tout à l'heure. Il dit la bande de Moebius, ou comment se retourner sur soi-même pour des deux faces n'en faire plus qu'une. Et c'est intéressant qu'il parle de bande, parce qu'effectivement, lui, c'est pas le ruban qui l'intéresse, mais c'est la bande, autrement dit la bande dessinée. Cette entité, Moebius, elle est beaucoup plus avant-gardiste que l'entité Gire ou Giraud, parce qu'il y a un rapport très lointain avec la bande dessinée franco-belge. C'est plutôt quelque chose qui est lié à un imaginaire de science-fiction beaucoup plus moderne et voué à l'exploration d'un territoire, celui de l'onirisme et celui du surréalisme aussi quelquefois, qui est très étranger finalement à la bande dessinée classique. Donc Jean Giraud, c'est une espèce de créature janusienne à deux visages, au moins deux visages, parce qu'il disait que Moebius, en fait, il n'y en avait pas qu'un, il y en avait plusieurs. Vous voyez, l'idée, en fait, c'est qu'en traversant l'œuvre de Jean Giraud Moebius, on voyage à travers les univers et les mondes parallèles qui ont été créés par cet auteur et qui ont été élaborés au fur et à mesure du temps dans sa carrière. Et même avant, en fait, qu'il commence à faire de la bande dessinée, parce que ce voyage, il commence très tôt, comme n'importe quel petit garçon qui découvre la bande dessinée. C'est quelque chose qui a énormément compté pour lui quand il était plus jeune. En fait, il découvre la bande dessinée relativement tard, c'est-à-dire vers 11 ans, à l'occasion du fait qu'il le fréquente une école particulière qui l'ouvre en fait à ce genre de littérature. Et pour lui, c'est un émerveillement, c'est un enchantement. Pour n'importe quel enfant qui découvre la bande dessinée, lire la bande dessinée, c'est toujours plus que lire de la bande dessinée. C'est toujours autre chose, c'est toujours à la découverte de quelque chose de merveilleux qui fait fructifier et qui fait capitaliser l'imaginaire en quelque sorte. Et c'est bien ce qu'il a ressenti. Il le dit dans un entretien qu'il a accordé à Numa Sadoul. Il raconte que je ne peux plus lire de la bande dessinée comme je la lisais avant. Il dit ça en 75-76. Parce qu'alors, je créais en lisant. Et qu'est-ce que je créais ? Eh bien, je créais Jean Giraud. Et ça, c'est une remarque qu'on retrouve beaucoup dans les auteurs de la bande dessinée qui apparaissent dans les années 60-70, c'est-à-dire les auteurs qui ont été nourris par la bande dessinée franco-belge qui s'est créée et qui s'est développée à la fin, enfin après la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une sorte d'élaboration d'une identité à travers la bande dessinée et surtout la découverte d'un monde et l'élaboration d'un regard à travers la lecture qui passe de vignette en vignette et qui fait comme une sorte de chemin initiatique à travers l'image et à travers la narration. L'idée, c'est que en complétant les cases les unes avec les autres et en construisant un récit, en fait, on aide aussi le jeune lecteur ou la jeune lectrice à construire sa propre perception du monde et de la réalité qui l'entoure. Et pour Jean Giraud, ça allait au-delà de ça, parce que d'après lui, ce qui édifiait au fur et à mesure de ses lectures de la bande dessinée, c'était sa propre identité. Et c'est intéressant qu'il dise ça au moment où justement il est en train d'explorer son identité moébusienne, parce que c'est exactement ce à quoi correspond finalement sa trajectoire en tant qu'entité Moebius. Il a toujours cherché à créer sa propre identité, en tout cas à la trouver. D'ailleurs, c'est Philippe Druillet, qui était un ami à lui, ou du moins un collègue à Métal Hurlant, qui disait à propos de Jean Giraud qu'il avait été toujours à la recherche de son identité, qu'il ne l'avait pas forcément trouvée, mais qu'il n'avait cessé de l'explorer.
Et c'est exactement ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est-à-dire partir à l'exploration de ces univers parallèles qui ont été élaborés par Jean-Giraud Moebius, sans pour autant figer une identité quelconque, parce qu'en fait, elle ne peut pas être figée, elle est toujours mouvante et elle est toujours en train d'être créée, élaborée au fur et à mesure des expérimentations, en fait. Créer des univers parallèles ou créer son identité, notamment son identité artistique, quand on est dessinateur, ça passe souvent par la copie. Et Jean Giraud l'expliquait aussi quand il disait que je copiais beaucoup de BD, autrement dit quand il était petit, et je me distinguais de mes petits copains par une érudition graphique précoce. Par exemple, la série Pecos Bill, que j'adorais, était dessinée par 3 artistes différents. J'étais le seul de ma rue à m'en être aperçu. Et il y a quelque chose de troublant en fait dans cette anecdote, parce que déjà le fait de recopier le travail d'un autre, c'est comme si on faisait une bande dessinée parallèle, autrement dit un monde parallèle d'une certaine façon. Et c'est intéressant qu'à travers cette anecdote, il précise qu'il a discerné 3 identités graphiques différentes, comme si en fait il y avait dans cette recherche graphique auquel il s'adonnait quand il était plus jeune, déjà la prise de conscience quelque part de la possibilité du multiple à travers l'expérimentation graphique et narrative de la bande dessinée. Et donc ça, c'est ses premiers essais. Très vite, quand il a 15-16 ans, il va entrer aux arts appliqués et il va faire l'apprentissage du dessin académique. Et dans le même temps, il va commencer en fait à travailler en tant que professionnel, c'est-à-dire à publier des bandes dessinées dans des revues qui existent en France à l'époque. Et il y a notamment cette bande dessinée qui s'appelle Franck et Jérémy, qui a été publiée en 1956, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il a 18 ans et il a déjà publié des bandes dessinées depuis 2 ans à peu près. C'est une bande dessinée plutôt humoristique. Elle est sans doute plein de défauts, mais c'est déjà assez spectaculaire comme essai pour un très jeune homme. C'est le genre de choses qui fera dire à son mentor un peu plus tard, qui s'appelle JG, que Jean Giraud Moebius c'était un peu le Rimbaud de la bande dessinée. Et ce qui est intéressant aussi dans cette bande dessinée, ça c'est le 2e épisode, c'est des histoires autonomes. Là c'est le deuxième épisode. Il est question d'un petit garçon qui a abandonné. En fait, les parents sont tellement pressés de partir à la conquête de l'Ouest américain qu'ils ont oublié leur petit garçon. Donc du coup, il se passe plein de péripéties humoristiques autour de ça. Mais pour Jean Giraud, c'est peut-être un peu plus grave qu'un prétexte humoristique, parce qu'il a toujours eu tendance à raconter que son enfance avait été marquée par une sorte de manque, déjà par le manque de sa figure paternelle. Ses parents ont divorcé quand il avait 3 ans. Et il n'a pas vu beaucoup son père. Et ça, en termes de construction de l'identité, vous voyez qu'il peut y avoir une faille. Et c'est quelque chose qu'il a toujours cherché à trouver autour de lui. Ça peut être JG, comme on va le voir plus tard. Ça aurait pu être aussi son scénariste Jodorowsky. Vraiment, où quand il a intégré une secte à un moment donné de sa vie, vous voyez, c'est combler cette figure du manque de père. Et puis sa maman, elle avait des intérêts plutôt portés sur sa vie personnelle et sa vie sentimentale, à tel point que pour vivre sa vie amoureuse pleinement, elle avait abandonné toute proportion gardée, elle avait laissé son petit garçon pendant un certain temps chez ses grands-parents. Donc ce sentiment d'abandon ou de délaissement, peut-être qu'il transparaît dans pas mal de bandes dessinées de Jean Giraud Moebius. En tout cas, il apparaît dès sa 2e bande dessinée publiée, Franck et Jérémy, dans la revue Far West en 1956. Et peut-être que ça peut expliquer pas mal de choses. On ne va pas verser dans la psychanalyse de cuisine, mais l'idée, c'est que il y a peut-être un manque aussi à combler qui explique cette profusion des identités artistiques qu'il ne va cesser de chercher à développer au fur et à mesure de sa carrière. D'ailleurs, sa maman, la même année, à peu près en 57, elle s'en va au Mexique pour rejoindre un Mexicain qui l'a séduite.
et avec qui elle veut se marier. Et donc du coup, Jean Giraud va faire le voyage au Mexique. J'en parle parce que c'est très important, hein. C'est pas les potins. Hein. Il va rejoindre sa maman au Mexique pour rencontrer son futur père, en fait. Et ce qu'il va rencontrer, en fait, c'est une sorte de triple extase, parce que là-bas, il va faire l'expérience concomitante de la marijuana, du jazz et de la sexualité. Les trois d'un seul coup, ou presque, et ce qui va changer sa vie complètement. Et cette expérience de l'extase totale, c'est aussi quelque chose qui va beaucoup nourrir son œuvre et qui va énormément l'inspirer. Et ça explique aussi l'amour qu'il a pour les paysages un petit peu désertiques, qui évoquent un peu l'Amérique latine, qu'on va retrouver évidemment énormément dans la série Blueberry un peu plus tard. Et d'ailleurs, il a fait une exploration, une sorte de traversée du désert au sens littéral du terme. Hein. Il a marché dans le désert comme dans une sorte de démarche initiatique. Et là aussi, ça a été quelque chose qui l'a complètement bouleversé. Il a dit lors d'une interview que ça avait craqué son âme, ouais, cette expérience du désert. Et le désert, on va le retrouver énormément en fait, dans son œuvre, que ce soit chez Giraud, évidemment, mais aussi chez Moebius. Donc, c'est aussi un des fils conducteurs de notre traversée dans l'œuvre de Moebius, hein, à la fois la quête d'identité, mais aussi cette appétence en fait pour le désert, les espaces vides, qu'il s'agit de remplir de l'inspiration et de la poésie graphique, quelquefois surréaliste, qui est celle de Moebius. À son retour, il passe 8 mois, 9 mois, enfin un certain nombre de temps, hein, au Mexique. À son retour, c'est le service militaire. Il perd un peu de vue, voilà, ses obligations liées à la bande dessinée. Néanmoins, on le retrouve en 1958 avec cette bande dessinée qui s'appelle Le Roi des Bisons, dont il n'est pas l'auteur complet, il fait que le dessin. Le scénario est de Noël Carré. Et on voit qu'il y a une évolution graphique qui est assez remarquable, parce que là où auparavant on avait un style très humoristique de bande dessinée classique, limite gros nez, là on est dans un style totalement réaliste. On voit déjà l'empreinte de J.G. alors qu'il n'a pas encore commencé à collaborer avec lui, hein, notamment sur le traitement des ombres et l'expressivité des gestes, etc. Pour le moment, la composition de la planche, elle est relativement simple. On a là ici ce qu'on appelle un gaufrier. En fait, il a composé la planche en 12 cases totalement égales. Et c'est ce qui permet en fait de composer le plus simplement et le plus efficacement un récit en bande dessinée. Néanmoins, malgré cette simplicité apparente, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas une case qui ressemble à une autre. C'est-à-dire qu'il y a toujours des points de vue et des perspectives qui sont différentes, ce qui fait que ça crée beaucoup de dynamisme à la lecture. Et là encore, pour un tout jeune homme qui a appris la bande dessinée de manière autodidacte, c'est quand même assez spectaculaire. D'autant que dans le même récit, un peu plus loin, on trouve des audaces graphiques quelque part, hein, parce que là, on n'a plus du tout un gaufrier, mais il s'amuse avec des cases qui sont plus hautes dans la verticalité. Et puis, surtout, il y a déjà une science du dynamisme dans la façon de saisir les mouvements, la course, sans avoir recours à des facilités graphiques comme des lignes de mouvement, vous voyez, par exemple. Il y a quand même déjà une grande maîtrise en fait, de l'outil bande dessinée. Grâce à Pierre Christin, le scénariste de Valérian, enfin celui qui va devenir scénariste de Valérian, il rencontre J.G., et J.G., qui admire le travail déjà du jeune Giraud, lui propose de devenir son assistant, c'est-à-dire qu'il va pratiquer de l'ancrage. J.G. va crayonner ses planches et Giraud va les ancrer. Et ça va durer le temps d'un album, en fait, hein, pas très longtemps. Mais néanmoins, c'est une période qui est très formatrice pour Giraud, parce que c'est la première fois qu'il est confronté à quelqu'un qui lui donne des conseils, qui le guide finalement dans sa pratique de la bande dessinée. Et ce rapport
au père spirituel en bande dessinée, Giraud lui rendra hommage un peu plus tard à travers ce dessin assez magnifique qui est signé Giraud, mais qui mériterait d'être signé Moebius en réalité, hein. Ne serait-ce que par l'inspiration extrêmement onirique, surréaliste, qui transparaît dans cette image. Vous voyez, au pied de cette falaise rocheuse, on a Blueberry qui regarde une galerie de tableaux, et dans le tableau qui nous est le plus visible, il y a Jerry Spring, c'est-à-dire le héros de la série de JJ, la série de western qui était très importante dans le journal de Spirou et qui était le pendant sérieux, grave peut-être même quelquefois, par rapport à Lucky Luke qui lui était le pendant humoristique. Et donc c'est comme s'il faisait un pèlerinage dans le désert de nouveau, vous voyez, face donc à ces images qui ont été formatrices pour créer justement le personnage de Blueberry. Et donc au milieu du désert, on a cette image d'un panthéon visuel dont le désert fait lui-même partie quelque part, hein, comme si c'était une sorte d'oasis visuelle, graphique, qui venait interrompre l'aridité et la sécheresse en fait minérale et rocailleuse du désert environnant. Très vite après cette collaboration avec JG, Giraud va créer donc le personnage de Blueberry avec le scénariste Jean-Michel Charlier, donc à partir de 1963. Donc voilà, on en reparlera peut-être un peu plus tard de Blueberry, mais de toute façon le Blueberry qui apparaît là, qui est déjà très élaboré, qui est déjà très intéressant, et pas le plus intéressant en fait de toute la série. Il faudra à peu près 7 ans pour arriver à une sorte de chef-d'œuvre dans cette série-là, mais on m'en reparle un peu plus tard. Dans le même temps, Giraud il continue à travailler pour d'autres journaux, à proposer des histoires courtes ailleurs, notamment dans un journal qui s'appelle Total Journal, qui est en fait un journal promotionnel pour le groupe Total, qui est dirigé par le fils de JG. Et je m'intéresse un peu à cette histoire courte de 4 planches qui s'appelle Le Lac des Émeraudes, qui n'a pas été écrite par Jean Giraud, mais qui a été écrite par Pierre Christin, mais qui néanmoins annonce plein de thématiques qui seront au cœur finalement de la démarche de Giraud Moebius. C'est l'histoire d'un héritier des conquistadors au XVIIe siècle au Brésil, qui part à la poursuite d'un trésor perdu, en l'occurrence des émeraudes qui seraient tombées au fond d'un lac, au fin fond de la forêt amazonienne au Brésil. Enfin, bon. Et c'est assez frappant en fait ce récit, parce que c'est un récit d'aventure, peut-être même aussi didactique, parce que c'est un récit qui est réel. Hein, c'est une histoire vraie, qui est proposée à des jeunes lecteurs au milieu des années 60. On est avant mai 68, on est avant les bouleversements culturels et contre-culturels. Et l'histoire qui est proposée, elle est tout sauf positive, aventureuse et comment dire, véhicule de valeurs qui serait intéressante pour un jeune lecteur. Déjà, l'histoire, elle s'ouvre sur le retour d'une expédition qui s'est soldée par un échec, c'est-à-dire l'histoire s'ouvre sur un échec, et après il repart néanmoins parce qu'il veut à tout prix découvrir ce trésor, et on a une sorte d'errance très longue avec une traversée du désert, pour le coup, littérale. On le voit en bas de la page, de la planche à gauche. Déjà, vous voyez, encore une fois, cette inscription dans un univers solaire, minéral, asséchant. Et on ne va pas lire toutes les bulles, etc., mais il y a question d'énormément de morts. Hein. L'expédition coûte énormément de vie, en plus d'énergie en fait, aux personnages. Ça dure tellement longtemps qu'ils ont le temps de faire une pause et de créer une ville. Ils construisent une église et tout. Enfin, vous voyez, hein, vraiment, c'est pas la petite aventure à dessous. Hein. Et à la fin, in extremis, il découvre le lac aux émeraudes. Donc ça, c'est super. Sauf que le récitatif à côté nous précise, sur le retour, le héros meurt. Et donc, il n'en profitera jamais. Et, il ne va pas goûter au triomphe de sa découverte. Et c'est intéressant parce que
même cette dernière case, qui est une case un petit peu spectaculaire, triomphale, avec une sorte de plongée là, sur cette vallée, avec le personnage qui est en haut du groupe de façon pyramidale, eh ben, elle est toute petite. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle fasse au moins une bande, voire même l'espace de 2 cases, enfin de 2 plans, de bandes, de façon à ce que ça marque le côté un peu spectaculaire. Et en fait, elle est mise au même niveau que toutes les embûches précédentes, que tous les obstacles, comme si en fait l'accomplissement de la quête était elle-même un obstacle. Et puis, de toute façon, quoi qu'il en soit, dans le récit en tant que tel, on retrouve une sorte de cynisme et d'ironie, au sens d'ironie tragique, qu'on pouvait voir dans certains récits d'aventure hollywoodiens, tels que Le Trésor de la Sierra Madre, par exemple, de John Huston, avec donc cette idée que la quête importe peu, d'autant qu'en fait, dès lors qu'on touche à la quête, on perd tout. Et cette dynamique, cette poétique, quelque part, de la quête inachevée ou de la quête inutile, c'est quelque chose qui va beaucoup nourrir les récits de Jean-Giraud Moebius par rapport à la suite de sa carrière, et notamment avec le virage des années 60-70. Et donc on arrive aux années en 1970 avec les 2 chefs-d'œuvre de Blueberry qui sont La mine de l'Allemand perdu et Le spectre aux balles d'or, un diptyque qui raconte la même histoire et qui est une sorte d'achèvement de la dynamique Charlier-Giraud autour du western. Et en faisant un petit regard rétrospectif sur l'évolution de la série, on peut s'apercevoir que elle a énormément justement changé, elle a énormément évolué, en même temps que son personnage lui-même. De toute façon, le personnage de Blueberry, c'est un personnage qui est polymorphe. Si on regarde la série telle qu'elle est aujourd'hui, Blueberry, il a été à la fois soldat, lieutenant, marshal, il est devenu un civil comme un autre, c'est-à-dire Mister Blueberry. Donc il change constamment de statut. Et au-delà de ça, en fait, il change quelque part aussi de visage. Au début, Blueberry, il est clairement inspiré par Jean-Paul Belmondo. Enfin, vous le reconnaissez en haut à gauche. Et au fur et à mesure, en fait, ses traits vont se durcir. Quelquefois, il va apparaître beaucoup plus émacié. Quelquefois, le nez va paraître plus gros, encore plus cassé qu'auparavant. Enfin, c'est une sorte d'identité mouvante. Ça correspond à une difficulté que Giraud avoué lui-même, celle de tenir un visage sur la longueur. Il aimait beaucoup d'ailleurs justement après jouer sur ça, parce que si on voit des personnages récurrents dans ces séries, en fait, ils changent complètement de visage. Le Major Gruber, dont on parlera un peu plus tard, le Major Gruber, en fait, la seule façon de le reconnaître, c'est son costume. De la même façon que les héros du monde d'Edena, en fait, eux, ils se métamorphosent carrément. Donc il y a cette idée qu'il ne peut pas se figer, se fixer sur un visage en particulier par rapport à son personnage. Et peut-être que ça correspond aussi à son envie profonde, à lui, de ne pas s'enfermer dans une identité, mais toujours rester dans une sorte d'accomplissement qui se manifeste par la transformation, la métamorphose, la mutation. D'autant que le personnage de Blueberry, c'est une identité alternative en soi. C'est pas comme ça que ça a été pensé à la base, mais c'est comme ça que c'est révélé un peu plus tard. En fait, Blueberry ne s'appelle pas Blueberry, il s'appelle Mac Donovan, et il est obligé de changer d'identité à partir du moment où il est accusé à tort d'un crime qu'il n'a donc pas commis, et pour fuir et échapper à ses poursuivants, en fait, il se fait appeler Blueberry, donc Mike Donovan disparaît, il est remplacé par Mike Blueberry. C'était un héritier d'une plantation sudiste et il s'engage dans l'armée nordiste. C'est-à-dire on a clairement une sorte d'alternative, d'alternance d'identité, comme si en fait il se créait une identité alternative qui est totalement à l'opposé de celle qu'il avait auparavant. Donc Blueberry, c'est lui-même en fait une identité multiple, une identité qui s'inscrit dans la métamorphose et qui s'invente en fait en parallèle de celle qui lui était assignée au début de sa vie. Il y a une planche intéressante du spectre aux balles d'or
dans laquelle vous n'avez pas le texte, comme ça vous n'êtes pas tenté de le lire, où on voit Blueberry en haut, vous voyez qu'il est en train de boire à même une source. Et c'est amusant parce que en poussant un peu l'interprétation, ou en surinterprétant si vous préférez, on a l'impression ici qu'on pourrait y voir une allusion au mythe de Narcisse. Vous voyez, en buvant, il se mire, il se regarde dans le miroir de l'eau, et l'eau en retour explose à son visage. Et ça, c'est déjà une sorte de manifestation surnaturelle et étrange, telle qu'on pourra en voir énormément en fait chez Moebius. Chez Moebius, il y a énormément d'évocations de tentacules, de liquides comme ça, qui créent des formes tentaculaires autour des personnages. Et on a beau être dans un western, on a déjà ici, presque en contrebande, une forme d'évocation à la fois mythologique, métaphorique, allégorique, de la révolte des identités. Ouais, comme si le miroir, le reflet, se rebellait face à son modèle, à tel point que le monde autour de lui s'écroule. C'est quand même intéressant. En marge de ce travail qui s'inscrit, même s'il le révolutionne clairement, ne serait-ce que dans son approche, le côté très grave, très comment dire, crépusculaire, hein, parce que Blueberry, par ailleurs, il suit également l'évolution du western à la même époque, le western hollywoodien. Vous voyez, au début, Blueberry, en 63, il s'inscrit totalement dans l'univers hollywoodien du western classique, c'est-à-dire les idéaux, les cow-boys contre les Indiens, etc., quelque chose de très simple, en fait. Et au fur et à mesure, en fait, le personnage va subir, et la série va subir l'influence des westerns italiens, par exemple. Et du coup, on va retrouver beaucoup plus d'ironie, beaucoup plus de cynisme quelque part dans les histoires. Et à partir des 70, le modèle, ça va être le western crépusculaire qui domine dans l'Amérique des 70, justement, avec le désenchantement vis-à-vis des idéaux, l'inanité, encore une fois, de la quête, la conquête de l'Ouest, qui sert à rien, parce qu'on arrive à une impasse, etc. Donc, il y a une révolution, hein, néanmoins, dans ce cadre qui reste classique de la bande dessinée franco-belge. Et à côté de ça, Giraud a déjà créé en fait son identité Moebius. C'est sous ce nom-là qu'il signe des illustrations pour des romans de science-fiction, comme ici La planète des loups de Hamilton. Et on voit que le style n'est pas du tout différent. Alors l'univers, j'en parle même pas, hein. On n'est plus du tout dans l'univers du western et le côté désert, etc. On est dans l'espace, quelque chose d'assez mystérieux, avec cette statue grecque, celle d'Anubis au milieu des astéroïdes, etc. Et surtout, on retrouve une marque de fabrique du Moebius des années 70, c'est le travail sur les hachures, sur les pointillés, sur les croisillons, etc., qui donnent énormément de substance et d'organicité en fait, à ce qui est représenté. L'usage du noir et blanc aussi est caractéristique de Moebius. C'est plutôt un personnage, un auteur du noir et blanc. Là, un autre exemple, avec là aussi beaucoup de choses qui annoncent les décors de Moebius, une sorte de végétation en premier plan, est caractéristique de ce qu'on va voir dans la suite de ces récits. Là aussi, variété des styles, parce qu'on a tout ce travail sur les hachures au premier plan, et quelque chose de beaucoup plus sobre, de beaucoup plus aéré, bref, quelque chose qui se rapporte à la ligne claire, qui sera une autre ligne Moebius, en fait, dans la suite de sa carrière. En 72, la trajectoire de Blueberry, elle dévie d'une certaine façon, parce qu'il ne devient plus un héros classique à la fin de ce récit qui s'appelle La balade pour un cercueil, mais il devient un héros plus ou moins un anti-héros, en fait. Parce qu'il est accusé d'un crime qu'il n'a évidemment pas commis, encore une fois. Il est dégradé de l'armée et il est chassé
en fait, emprisonné. Et donc ça devient un anti-héros total, une sorte de héros paranoïaque, tel que le cinéma et même de manière générale la littérature des années 70 va en créer énormément dans cette décennie-là. Et il va être le fruit de machinations diverses et variées. Enfin, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique de l'époque. Et dans la foulée, alors que son personnage principal prend une déviation, Jean Giraud, il va lui aussi prendre une déviation dans sa carrière, notamment en publiant une histoire qui s'appelle précisément La Déviation, qui paraît dans Pilote en janvier 1973. Et qui fait basculer sa bande dessinée dans l'univers de la science-fiction qu'il avait participé à créer à travers ses couvertures de romans tels que j'en avais montré auparavant. Sauf que, en plus de l'univers de science-fiction, voire de fantasy, il y a énormément d'humour aussi, et ce sera caractéristique de la trajectoire de Moebius dans les 70. L'humour, on le voit là, hein, notamment à travers ce personnage de bébé, de poupon un peu... il fait la gueule. Hein. Et ce panneau de sens interdit qui, finalement, apparaît comme un bouclier avec le « on passe pas », plutôt que « on ne passe pas ». Donc bref, il y a déjà énormément de second degré. Est-ce que Pilote sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger? En tout cas, la revue lui accorde la couverture, ce qui est quand même assez intéressant. Et donc ça, c'est la première planche de La Déviation, où on voit déjà l'évocation des univers parallèles qui est en train de naître ici. Parce que, en fait, c'est une famille, c'est la famille de Giraud lui-même, qui part en vacances. Ils vont à La Rochelle, c'est-à-dire ils vont de Paris à La Rochelle. Donc je vous laisse apprécier le paysage. On voit d'ailleurs un panneau signalétique qui nous indique Le Mans 3 km, ce qui est plutôt inquiétant. Donc on a des référentiels réels qui font référence à notre réalité telle qu'on la connaît. Et en même temps, on a une représentation qui est complètement fantastique. On pourrait évoquer l'univers de Lovecraft, par exemple, hein, une sorte de montagne hallucinée comme ça. Les personnages se félicitent d'avoir pris une déviation parce que quand même l'autoroute c'est très dangereux à l'époque. Il y a 2 petites notes en bas de la planche qui dit que toute ressemblance avec des personnages connus a été cherchée et obtenue très difficilement. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire de second degré. Mais surtout, en fait, dès le départ, on a une sorte d'univers emboîté où l'univers réel, référentiel, Le Mans, la France, les vacances, cohabite avec ce paysage inquiétant de planètes désertiques, en tout cas qu'on ne connaît pas en France ou même dans le reste de la planète. À la deuxième planche, on voit toute la dimension révolutionnaire en fait, du travail de Moebius, de Giraud, parce que la bande dessinée est signée Giraud, ça c'est intéressant. Alors que clairement, et après il le dira, il aurait dû le signer Moebius. C'est totalement du travail de Moebius. Et en même temps, c'est cohérent qu'il le signe Giraud parce qu'il se met en scène en tant que Giraud. Ouais. Donc c'est une sorte d'autofiction, hein, complètement délirante sur un voyage, sur un départ en vacances, quand même plus ou moins inquiétant. Le côté révolutionnaire, évidemment, il passe par le dessin ici parce qu'il y a un travail de fou hein, sur le détail, le réalisme, la veste de velours côtelé où toutes les côtes sont représentées. Enfin, vous voyez, ça, en bande dessinée, c'est invraisemblable de travailler comme ça. Il travaille chaque case ou chaque élément de la planche comme un illustrateur travaillerait une illustration, ce qui, en termes de temps et de dépenses d'énergie, est absolument pas rentable en bande dessinée. C'est impossible, à moins d'être fou, comme Jean Giraud Moebius. Et surtout, le caractère spectaculaire et révolutionnaire de cette planche, elle tient dans l'absence de cases. Oui. Les épisodes du récit s'entremêlent les uns avec les autres. Il n'est pas le premier à faire ça. Hein. Il y a Will Eisner, par exemple, qui fait ça pas mal. Déjà dans sa série The Spirit, c'est les années 40, mais même encore un peu plus loin dans ses romans graphiques à partir des 60-70. Mais là, ici, il y a une telle imbrication des épisodes et des images entre elles que ça confine aussi au délire, quoi, hein. Ce qui est intéressant, d'ailleurs,
c'est que, vous voyez, l'image au centre, on voit la petite voiture qui se dirige vers les montagnes et qui se dirige vers les nuages, tandis qu'en haut, à travers ce pare-brise qui pourrait figurer une fausse case, les nuages apparaissent derrière la voiture. C'est-à-dire que sur cette planche, les nuages, ils sont à la fois devant la voiture au milieu qui se dirige vers le fond de l'espace, mais aussi derrière la voiture, puisqu'on les voit derrière les personnages. C'est intéressant cette contraction, cette distorsion de l'espace qui rappelle un petit peu justement celle du ruban de Moebius, où il n'y a pas de devant et de derrière, il n'y a qu'une seule et même face. Et c'est clairement en fait ce qui est en train d'apparaître ici dans l'imbrication des différentes perspectives à travers deux images opposées. Et puis évidemment, il y a un autre thème qui apparaît tout en bas avec l'apparition du grande surface, c'est le rapport des échelles, qui est toujours quelque chose d'intéressant, en tout cas qui a été recherché par Moebius dans son travail. Donc une sorte de géant comme ça qui menace la voiture, mais en fait il est très gentil. Il suffit de lui raconter une histoire, en l'occurrence d'Alice au Pays des Merveilles, pour qu'il laisse tranquille la famille et continuer son chemin. Et vous voyez, les péripéties, le côté surréaliste, le côté étrange, tout en étant constamment déjoué par le second degré, parce que finalement il n'y a aucun danger. Tout ça paraît totalement normal, en fait, pour les personnages. Bon, ils se disent quand même que la déviation est un peu longue, mais néanmoins, ils ne sont pas plus paniqués que ça. Y compris quand ils ont des paysages comme cela, à flanc de collines, tout ça toujours à 3 km du Mans. Ce qui est intéressant aussi, c'est la liberté de Giraud ici dans ses choix graphiques. Alors que chaque case est composée avec une sorte de réalisme absolu, avec un fourmillement de détails, de traits, de hachures, etc. Il y a cette case qui représente sa femme de l'époque, en haut, où ça brise totalement l'unité du style, quoi. Comme si, en fait, il n'avait pas voulu charger le visage de son épouse, sans doute pour pas la vieillir, par exemple, ou pour pas marquer trop durement l'expression de son visage. Et ça en fait presque une apparition angélique, d'ailleurs, au milieu de tout ce déluge de noirceur, de fourmillement, d'hachures, etc. Y compris d'ailleurs dans la représentation de sa propre chevelure. Vous voyez, dans la dernière case de la partie du haut, la chevelure est intégralement noire, alors qu'au-dessus, elle est très travaillée dans l'ondulation et dans la multiplicité des traits. En fait, il s'astreint à aucune limite, il s'astreint à aucun code, à aucune règle. Il invente et il se réinvente au fur et à mesure de son récit. À tel point que dans la bande du bas, on a une rupture totale où il intervient, il dit maintenant tout va mieux parce qu'on est revenu de vacances depuis longtemps, et il commence à parler de son travail à ce moment-là. Il annonce un futur épisode de Blueberry, c'est-à-dire qu'il fait sa publicité. Vous voyez, il y a encore une fois une sorte de double régime entre le monde imaginaire qu'il représente et la réalité dans laquelle s'inscrit le lecteur de ce récit. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de parler de la France, du Mans et de La Rochelle, il s'agit de parler du journal dans lequel ce récit est publié et d'évoquer très prochainement la publication d'un nouvel épisode de Blueberry. Et ainsi de suite, le récit est complètement délirant, il y a des batailles, il faut traverser une frontière, donc des cases comme celle du haut qui vaut bien... La liberté guidant le peuple de Delacroix, quelque chose de complètement foisonnant. La case ensuite qui rompt encore une fois totalement la narration parce que c'est la femme de Giraud qui raconte ce qui s'est passé avec un bloc de texte qui est limite indigeste. Vous voyez, là aussi, constamment jouer sur les rapports de rythme, casser le rythme du récit de façon à surprendre le lecteur et à jamais l'installer dans une sorte de familiarité et de régularité en fait de la bande dessinée telle qu'elle est recherchée habituellement. Des évocations aussi, toujours second degré, limite humour noir à la réalité de l'époque, parce que là, ils sont dans une zone extrêmement polluée avec des bidons d'EDF, des déchets radioactifs, etc. Ils en profitent pour faire un pique-nique, mais ils sont dans des combinaisons
anti-radiation, donc bonjour les vacances. Il y a quand même un policier qui vient les sermonner parce qu'ils ont laissé un papier gras sur le bord de la route. Vous voyez le décalage constamment. Hein. Le monde, de toute façon, est à l'agonie. Il est détruit. La pollution sature le paysage. Mais il ne faut pas laisser des papiers gras sur le sol. Et enfin, ils arrivent à la belle ville de La Rochelle. Hein, c'est ce qui est dit. Hein, c'est une sorte d'égout à ciel ouvert. Absolument saturé par les embouteillages. Enfin bon, c'est assez épouvantable. Et enfin... à l'horizon, l'île de Ré, qui normalement est très plate, mais là, c'est pas la même chanson, ce qui n'empêche pas le personnage qui est incarné ici par Jean Giraud de lever les bras en l'air et de se dire enfin, les vacances vont pouvoir commencer. Et encore une fois, un retournement, vous voyez, un peu moébusien, c'est-à-dire les vacances vont commencer, mais c'est la fin du récit. Donc, vous voyez, toujours cet emboîtement des univers les uns dans les autres, comme si un seul ne suffisait pas. Et une évocation de la France, évidemment, de Pompidou, qui est un peu catastrophiste, hein, quelque part. Et donc, c'est clairement l'acte de naissance de Moebius. Hein, cette traversée de la France complètement surréaliste, complètement transfigurée par l'imaginaire et par le délire hein, du fantastique, c'est ce qui va faire la marque de fabrique de Moebius, telle qu'il le dira encore une fois dans un entretien qu'il a accordé à un journaliste. Jean Giraud, c'est mon côté cartésien, perfectionniste. Moebius, c'est un solo de jazz, l'improvisation totale, la liberté de dessiner une case sans savoir ce qui va suivre. Giraud a besoin d'un cadre. Moebius travaille main dans la main avec son inconscient. Et c'est exactement ça, peut-être que c'est comme ça qu'il faut lire la déviation. La déviation qui est prise par Jean Giraud ici, c'est celle qui consiste finalement à ne plus suivre la voie de la raison telle que la bande dessinée classique franco-belge a tendance à l'imposer à ses auteurs, mais à laisser libre cours aux manifestations de son inconscient, quitte à ce que ça soit n'importe quoi. Hein. Et ça sera quelquefois n'importe quoi, mais dans le bon sens du terme, vous voyez, dans le sens où il y a un imaginaire qui s'exprime de la façon la plus libre possible. Et c'est cette liberté, cet espace en fait d'improvisation, comme pour un solo de jazz, qui est recherché en fait par Moebius, de façon à ce qu'il ne puisse se contraindre à aucune limite qui a été imposée par la bande dessinée, sa pratique de la bande dessinée pendant la décennie des 60. Il disait qu'il était très malheureux, qu'il arrivait aux réunions de rédaction au magazine Pilote, très bien habillé, très propre sur lui, avec des idées qui étaient elles-mêmes très propres sur lui, mais en fait, à l'intérieur, tout bouillonnait chez lui. Je vous rappelle, hein, le hashish, le sexe et le jazz, enfin, y a l'aspiration à autre chose. Et cette autre chose... il émerge vraiment dans la déviation, en fait. C'est le moment où il s'autorise enfin à être lui-même, voire même à être plus que lui-même, en fait. Vous voyez, plus que Jean Giraud. Et plus que Jean Giraud, c'est quoi? C'est Moebius. En tout cas, quand on évoque ce côté inconscient, etc., ça correspond aussi à l'ambiance de l'époque, hein, qui est dominée par la contre-culture, qui est dominée par le souci de la subversion, le souci d'une sorte de révolution à tous les niveaux et à tous les étages. En 72, quand Jean Giraud propose ce travail, il prend le train en marche, mais il va plus que jamais être en adéquation avec son époque. Pendant toutes les années 70, il ne sera jamais aussi proche du tissu culturel dans lequel il évolue. En tout cas, qui dit inconscient dit rêve, et ça rappelle l'année suivante, en 73, un récit qui s'appelle Cauchemar blanc, qui va inspirer d'ailleurs Mathieu Kassovitz pour son premier court-métrage professionnel. Ce récit, c'est intéressant parce que pendant une grande partie du récit, on voit 4 individus blancs qui veulent s'en prendre à un Maghrébin qui traverse le paysage urbain en mobilette.
Sauf que tout dérape, il n'y a rien qui marche. Ouais, c'est une bande de bras cassés, racistes, bras cassés. Du coup, ça se retourne constamment contre eux-mêmes. Enfin, ça devient un truc absolument délirant où ils sont empêchés de manifester leur pulsion de haine. Sauf que, au 4/5e du récit, boum, l'un des personnages se réveille, c'était un rêve, ou plutôt c'était un cauchemar. Et la suite du récit, c'est exactement ce qui s'est passé au début, sauf que, alors comment dire, ça se passe mal pour la pauvre victime maghrébine, mais ça se passe bien du coup pour les agresseurs. Et du coup, ouais, cette question du cauchemar, elle est intéressante, parce que le cauchemar, il est où en fait ? Est-ce qu'il est dans le cauchemar tel qu'on l'a vu pendant une grande majorité du récit ? C'est celui qui est vécu, qui a été imposé aux racistes leaders, en quelque sorte, de cette bande de milices comme ça, en voiture ? Ou est-ce que le cauchemar, c'est celui de la réalité, où le crime, l'agression, le meurtre se réalise vraiment ? Et donc on a une inversion des polarités qui s'exprime bien en fait à travers le titre Cauchemar blanc. Cauchemar blanc peut-être parce que la couleur blanche, celle de la peau, des Européens, Français, Caucasiens qui expriment du coup leur racisme, mais ça peut être aussi le cauchemar blanc dans le sens où c'est un cauchemar qui inverse. C'est un cauchemar qui se vit non pas dans le monde diurne du sommeil, mais qui se vit dans le monde réel, celle de la réalité, où il y a ce débordement de violence à l'égard de l'autre, celui qui est différent. En tout cas, c'est intéressant que ce soit la première bande dessinée qui soit signée Moebius. Là, pour le coup, il signe cette bande dessinée Moebius. Donc, c'est le deuxième acte de naissance de Moebius, quelque part, dans une revue qui s'appelle L'Écho des Savanes. Et après, sinon, c'est un récit à part, quand même, dans sa carrière, parce que c'est le seul récit engagé, quelque part, qu'on pourra lire de sa plume. La plupart des autres récits sont des récits beaucoup trop fantasques, beaucoup trop éloignés de la réalité pour montrer un engagement réel, politiquement parlant. Ou alors cet engagement politique, il se manifeste en faveur de la contre-culture. On en voit un exemple avec l'année suivante, 1974, le Bandar fou. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec déjà, il y a un jeu de mots, parce que chez Moebius, il y a énormément de jeux de mots. Donc, il disait qu'il ne fallait pas forcément lire le Bandar fou, mais la bande dessinée, d'art fou. On se justifie comme on peut. Alors, ça se passe dans une planète lointaine, avec un habitant qui se trouve bien désolé parce qu'il est pris d'une érection disproportionnée et immaîtrisable. Et il est vraiment malheureux parce que c'est pas le moment. Comme il le dit, il bande hors de saison. Parce que, en fait, sur cette planète qui est une dystopie politique, sociale, tout ce que vous voulez, on ne peut bander qu'une fois par an pour les besoins de la reproduction de l'espèce, avec une pondeuse. Il faut voir le tableau. Et par contre, après, on ne bande plus. C'est interdit. C'est puni par la loi. Et donc, du coup, il se dit qu'il est en danger. Au-delà de la bienséance ou des problèmes d'exhibitionnisme, en fait, il peut être poursuivi par la police anti-foutre, la PAF. Et donc, voilà pourquoi il tape désespérément sur son membre, parce que il risque de finir en prison, voire pire. On ne bande pas comme ça. Jouez ma bite, dit-il. En fait, ça correspond totalement, au-delà du caractère peut-être grivois, etc., ça correspond totalement en fait, à des problématiques qui sont contre-culturelles. Dans la bande dessinée de l'époque qui l'a précédée, le sexe, c'est quelque chose qu'on cache. C'est quelque chose qu'on ne montre pas, qu'on n'évoque pas. Avec la contre-culture, montrer le sexe, l'exposer, l'exhiber, avec exubérance peut-être, ça devient un enjeu, ça devient en fait une volonté. C'est la manifestation d'une sorte de révolution culturelle.
Et donc, même si le personnage au début de cette histoire est complètement désespéré, ça va finir très bien pour lui, parce qu'il va arriver sur une planète où non seulement l'érection est acceptée, mais aussi célébrée, révérée. Oui, oh quel panache. Même les rochers autour de lui sont phalliques. Enfin bon, c'est extraordinaire. Donc vous voyez, c'est une sorte de parcours initiatique qui participe à l'acceptation de sa sexualité sans tabou, sans inhibition, sans frustration aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ce caractère un petit peu cocasse, très humoristique de ce récit, une planche sur deux est consacrée à un personnage qu'on voit sur une planche entière et qui se transforme au fur et à mesure du récit. Là, j'en ai présenté que quelques-uns, il y en a beaucoup plus. Et donc, ça commence comme c'est en haut à gauche. Et au fur et à mesure, le personnage semble muter, il semble se transformer, il semble subir une métamorphose, voire même un peu douloureuse, pour qu'au final, ça ressemble à une sorte d'œuf, et que de cet œuf sorte, je ne sais pas si vous voyez, un tout petit personnage, qui se demande bien d'ailleurs ce qu'il fait là, mais c'est comme si on avait la naissance d'une nouvelle humanité qui se racontait en fait à travers ce récit. Comme si justement c'était ça le but de la contre-culture. C'était pas simplement de faire du sexe pour du sexe, c'est-à-dire d'arriver à une manifestation des pulsions et des désirs qui soient débridés, etc. Mais que en fait ce soit un nouvel ordre des choses qui fasse émerger une nouvelle humanité en quelque sorte. D'ailleurs, Moebius, quand un jour on lui a demandé qu'est-ce que c'était la chose la plus belle pour lui, à ses yeux, il répondait c'est la mutation. Donc encore une fois, le changement des identités, l'évolution, la métamorphose. Et c'est quelque chose qui est raconté finalement à travers le Bandarfou, qui est donc moins burlesque qu'on pourrait le croire. En tout cas, quand on le lit, on ne peut pas s'empêcher d'assister à cette métamorphose inquiétante en regard de chaque épisode du récit. Et donc le rôle de la sexualité, on va la retrouver très régulièrement chez Moebius. C'est une préoccupation qui est constante. On en trouve d'ailleurs une trace en 1976 dans un superbe récit en hommage au film noir, mais qui se passe dans le futur, The Long Tomorrow, qui est écrit par Don O'Bannon, qui est le scénariste d'Alien, le 8e passager, au passage. Et ce récit d'ailleurs va influencer Blade Runner de Ridley Scott, notamment, c'est pas les planches que j'ai choisies, j'ai pris des choses beaucoup plus dégueulasses, mais des vues de la ville en contre-plongée, des structures très verticales de la ville futuriste qui vont totalement être inspirantes pour la construction de l'espace de Los Angeles dans Blade Runner de Ridley Scott. Ce qui est intéressant là, ici, c'est toujours par rapport à la sexualité, parce que la sexualité chez Moebius, encore une fois, elle est associée à la métamorphose, quitte à ce que ce soit une métamorphose monstrueuse. Le pauvre garçon, il ne s'attendait pas à avoir ça devant lui en raccrochant le téléphone. Et peut-être qu'on peut y voir aussi, d'une certaine façon, une sorte de morale, de leçons, de commentaires en fait, de Moebius sur le désir, à savoir que là, en fait, le personnage, c'est comme si il faisait face à l'horreur de son propre désir, quelque part. Moebius a toujours eu une relation très ambiguë avec la sexualité. Quelque chose qui est recherché, quelque chose aussi, quelquefois, qui impose une forme de répulsion. Et en fait, cette idée-là, on la retrouve dans ces deux planches successives. Sinon, un peu plus tard, j'anticipe, j'y reviendrai plus longuement, dans le garage hermétique, il suffit d'embrasser une jeune femme qui est la fiancée du major Gruber et qui est présentée comme une grande prêtresse du sexe, je cite, pour être transportée dans un univers parallèle. Vous voyez ? Le sexe, le désir, la sensualité, c'est quelque chose qui, chez Moebius, fait traverser les univers parallèles. Ça fait basculer dans un autre univers. Ouais. Ça peut être celui de la contre-culture, ça peut être aussi un autre univers en soi, au fond de soi-même. Comme quand lui, il a découvert ça
en 58, alors qu'il était au Mexique. Toujours est-il que dans cette évocation de la sexualité, on retrouve évidemment les préoccupations qui sont celles de Moebius par rapport à l'inconscient. On le sait bien, chez Freud, l'inconscient et sexualité, ça va de pair, c'est même quelque chose qui est indéboulonnable comme duo. Et c'est ce qu'on va retrouver dans la nouvelle étape de la mutation Moebius, dans une série de récits qui s'appelle Arzac. Qui évoque un univers complètement onirique. Là, cette fois-ci, l'expérimentation, elle va se confronter sur la couleur. Il y a un travail de la couleur qui est absolument sidérant dans ces planches. Et aussi dans le fait que, contrairement à la déviation, où quelquefois c'était saturé de texte, ce sont des bandes qui sont muettes. Les bandes dessinées sont muettes, ce qui crée encore un peu plus d'étrangeté et de surréalisme, d'une certaine façon, quand on regarde, et quand on lit ces bandes dessinées. Il y a une manifestation de l'inconscient qui est totalement assumée dans ces récits-là, parce que Moebius disait que c'était des récits, des scénarios qu'il avait écrits en écriture automatique. C'est-à-dire, il n'y a aucun plan. C'est vraiment comme si c'était un rêve, en fait, qu'il racontait. Et à chaque fois, ça représente ce personnage d'Arzac, dont l'orthographe, celle de son nom, est totalement plurielle. Elle change constamment. Il n'y a pas deux orthographes d'Arzac qui soient identiques, comme les deux premières planches que vous pouvez voir là le signal. Et puis, c'est un personnage qui voyage, qui traverse des étendues, comme dans la déviation, il était question d'un voyage. Et là, il voyage sur le dos d'un animal volant qui ressemble à un ptérodactyle inquiétant, qui s'appelle en fait un ptérodelphe, qu'on retrouvera régulièrement dans les récits mis en scène par Moebius. Et le paysage qu'il traverse, il est dominé par les symboles phalliques. C'est Moebius qui le dit lui-même, hein. Tout en disant que, évidemment, quand il s'est mis à travailler et à dessiner ses planches, il ne s'est pas dit, tiens, je vais mettre des symboles phalliques partout. C'est a posteriori qu'il s'est dit, tiens, c'est vrai, il y en a partout, en fait. C'est cette tour-là à gauche, ça peut représenter ça. Les végétations à droite, pareil, vous voyez, une sorte de tentacule comme ça. D'ailleurs, dans ces dessins érotiques, voire pornographiques, qu'il va dessiner dans les années 90-2000, voire encore 2010, il y a cette forme comme ça qui s'enlace autour de jeunes femmes nues, etc., et qui vont explorer leur intimité un peu partout. Et donc, ce caractère un peu de traversée de l'inconscient, de voyage, on le retrouve en particulier dans cette histoire qui n'a pas de nom autre que Arzac, qui est un récit assez fascinant. Déjà, c'est un désert. Ouais, on retrouve cette thématique avec une voiture très vintage qui traverse cet horizon là désertique, complètement vide, jusqu'à une sorte de temple. Donc le conducteur va jusqu'au temple, s'arrête, il monte les marches, il arrive à l'intérieur avec un univers très inquiétant, très science-fiction, justement les 70, vous savez, ce univers blanc comme ça, totalement blanc, ça pourrait évoquer le THX 1138 de George Lucas par exemple. Et puis tous ces personnages autour qui sont nus déjà, qui sont verts, voire un peu maladifs, apathique. Et donc ce personnage avec une mallette traverse cet espace, il se dirige visiblement vers ce qui est au centre, une sorte de machine, hein. On en voit des tuyaux de couleurs variées. Entre-temps, il se fait agresser, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme si en fait le fait qu'il soit différent, ça suffit en fait à le violenter. Malgré cela, il arrive quand même jusqu'au pied de la machine. On s'aperçoit d'ailleurs qu'il est vert comme les autres. Ce qui le distingue, c'est que lui, il est habillé. Il arrive à l'intérieur, sous la menace, en tout cas les regards menaçants de ses congénères nus. Et il arrive dans une sorte de salle de contrôle avec un écran où on voit Arzac.
Arzac avec son ptérodelphe qui est en piteux état. Puis vous voyez qu'il fait les 100 pas en tournant sur lui-même. Il a l'air de patienter, de s'impatienter même. Le personnage qui est entré dans cette salle des machines commence à bidouiller le matériel. Et, miracle, le ptérodelphe se réveille. Le personnage assiste à l'envol d'Arzac qui peut continuer sa route, qui est d'ailleurs bien content, vous pouvez le voir, et lui-même reprend sa route. C'est intéressant parce que ça annonce plein de thèmes futurs, et surtout ça pourrait se lire comme une sorte d'allégorie de l'auteur. Ouais. L'auteur ici, ce ne serait pas tant Arzac. Arzac, ce serait peut-être son imaginaire, vous voyez, sa projection imaginaire, son inconscient, justement. Tandis que l'auteur, c'est celui qui règle les problèmes. C'est celui qui fait que le récit peut continuer à avancer. C'est celui qui fait que le voyage peut se poursuivre. Et le fait qu'il ait été agressé par son propre peuple, hein, mais duquel il se distingue, ça pourrait presque se lire en rapport avec l'Albatros de Charles Baudelaire, hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce poème où Baudelaire se compare à un albatros, l'albatros qui est très majestueux quand il est dans le ciel, un peu comme le ptérodelphe, qui est une sorte de roi céleste, prince des nuées, dit-il, etc., roi de l'azur. Et quand il est sur le sol auprès des marins, il se fait malmener. Vous voyez, on se moque de lui, donc une violence morale. Et on le frappe ou en tout cas on le maltraite physiquement. Et à la fin du poème, Baudelaire il dit qu'en fait Baudelaire, lui, c'est un albatros. C'est-à-dire quand il est dans son imaginaire, quand il est dans son écriture, quand il est dans sa poésie, il survole le monde. Mais quand il est au milieu de ses congénères, ses contemporains, en fait, il n'est plus que l'objet de la moquerie des autres. Et ce personnage-là qui vient pour réparer, pour faire poursuivre l'aventure, à travers justement l'image de l'écran qui pourrait se voir un peu en abîme de l'image de la case de bande dessinée, ça pourrait être justement cette évocation du poète maudit, Moebius en poète maudit, vous voyez, qui envers et contre les avis de ses contemporains, qui quelquefois ne comprennent pas ce qu'il veut raconter à travers le récit d'Arzac. Il y a beaucoup de lecteurs qui étaient perturbés en fait par cette absence de récit. Continuent néanmoins, malgré tout, à avancer et à créer. En tout cas, ce personnage-là, vous voyez, de pilote avec le casque, la tenue, quelquefois aussi les lunettes, vous voyez, les lunettes que les aviateurs ou que les conducteurs de voitures à l'époque pouvaient avoir. Et l'image du vol, avec le ptérodelphe, on va la retrouver constamment dans la suite du travail de Moebius, notamment à travers ses travaux d'illustration, voyez, avec des images beaucoup moins inquiétantes que celles du ptérodelphe, un petit peu morbide. Mais vous voyez, là, on a une sorte d'aviateur sur le dos d'un quoi d'abord? Un cygne. Mais vous voyez, c'est cette image de l'imaginaire, de la rêverie, du voyage, de survoler, d'être au-delà des contingences terrestres, de tutoyer en fait l'imaginaire céleste. C'est quelque chose qui va vraiment beaucoup irriguer son imaginaire, notamment dans cette autre image, toujours tirée d'une brochure publicitaire pour Europe Assistance. Comprenne qui voudra. Ou dans des récits, enfin des images qu'il va offrir à des amis ou à des connaissances. Là, ici, le vaisseau ressemble d'ailleurs un peu à un casque colonial et ça a peut-être un rapport avec le major Gruber qu'on va voir un peu plus tard. Ou alors, à travers cette image qui est conçue pour une brochure publicitaire d'Eram, où on retrouve une sorte de synthèse de tout ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire que, vous voyez, avec la chaussure devient moyen de transport, presque sans doute une manifestation fétichiste de l'érotisme, avec cette Vénus anadyomène qui s'accroche là comme ça sur le passage de ce pilote indolent qui vogue vers ses fantasmes. En tout cas, voilà, il y a une prédominance chez Moebius du vol, de l'imaginaire et de ce caractère un peu exploratoire avec, vous voyez, ce côté un peu
voyez la tenue en fait qui s'inscrit dans l'imaginaire collectif de l'aviateur ou du pilote au XXe siècle. Et à la fin de sa vie, dans Inside Moebius, on en retrouvera beaucoup la trace. Régulièrement, Jean Giraud se représente en train de voler, en train de planer, en train d'évoluer comme ça dans le ciel, tout en montrant sa jouissance, d'exprimer ainsi sa liberté, son désengagement en fait des choses terrestres. Il y a même une planche comme ça où il fait un tutoriel pour voler. Mais il ne fait pas longtemps parce que c'est fatigant. À cette évocation du vol, vous voyez, de l'ascension même, ruban de Moebius oblige, il y a le thème inverse qui va irriguer son œuvre, c'est celui de la chute. Comme si finalement c'était les deux faces d'une même pièce, justement. Et le premier, en tout cas l'un des plus marquants, l'une des plus marquantes manifestations de la chute, on la retrouve dans une petite histoire courte qui a été publiée dans Métal Hurlant en 1977, où on voit un personnage qui court au milieu d'une végétation disproportionnée. Encore une fois, vous voyez les histoires d'échelle qu'on retrouve souvent chez Moebius, et puis il tombe dans un trou. Et c'est le début d'une chute qui va durer pendant tout le récit. Donc, il chute. Il va passer, on pourrait croire qu'il va s'écraser sur le fond du tunnel. En fait, il va passer à travers. On s'aperçoit que le fond du tunnel, c'était qu'un plafond, ce qui est intéressant. Il continue à traverser sa trajectoire au milieu d'une population un peu comme les êtres verts de chez Arzac, qui sont là à attendre quelque chose, on ne sait pas quoi. Il en profite pour lire un bout de papier qu'il avait dans sa poche. Je vous laisse interpréter tout ça. Moi. Il passe devant un personnage qui attend dans une cabine qui ressemble à des WC. Mais un peu plus loin, quand on fait un zoom sur le petit moniteur qu'il regarde, c'est marqué Roux et Combulsier. Et Roux et Combulsier, c'est une marque d'ascenseur. Là aussi, je vous laisse réfléchir. Et à la fin, on ne sait pas comment, mais il atterrit dans une espèce de paysage qui ressemble à la planète Terre. Et ça crée une explosion atomique. Alors, il n'y a pas forcément de sens à interpréter de tout ça. Peut-être que c'est quelque chose d'humoristique, justement, dans le sens où c'est le récit d'une chute avec un récit à chute. Vous voyez, peut-être qu'on pourrait le voir également comme une sorte de clin d'œil au cartoon Bip Bip et Coyote, où Coyote chute toujours d'une falaise gigantesque, et quand il atterrit sur le sol, ça fait un grand nuage de fumée. Mais après, on pourrait aussi le voir comme une sorte de voyage dans l'inconscient, quelque part. Si on va un peu en arrière, peut-être que ce paysage de végétation, ça pourrait être l'inconscient, le ça, pourquoi pas, vous voyez, le monde des pulsions, le monde sauvage, des choses qu'on ne reconnaît pas autour de soi. Et le reste du récit, c'est le récit d'une chute depuis l'inconscient. Et l'inconscient, on en chute pour après arriver vers la réalité. Et peut-être que c'est ça aussi, vous voyez, ce passage du haut vers le bas et du bas vers le haut, un peu comme dans la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Le personnage mystérieux là, qui semble attendre justement le passage du personnage qui chute et qui semble enregistrer cette manifestation, ça pourrait très bien être le surmoi, vous savez, l'instance freudienne qui est censée agir comme une sorte de gendarme ou d'observateur inhibiteur des pulsions. Et puis là, c'est le contact de l'intériorité avec le monde réel, vous voyez, comme si l'imaginaire, quand il se confronte à la réalité, ça ne peut être qu'explosif. Et ce n'est pas forcément dans un sens négatif, parce que cette explosion nucléaire, elle est associée avec un cow-boy comme ça, qui traverse le paysage,
L'image du cow-boy pouvant représenter une sorte d'archétype, vous voyez, de l'imaginaire de l'Amérique, en tout cas du héros, tel que les lecteurs du XXe siècle ou les spectateurs du XXe siècle l'ont clairement identifié. Donc c'est comme si finalement on avait l'énergie de l'imaginaire qui venait troubler le désert du réel, vous voyez, dans lequel il ne se passe rien sinon. D'ailleurs, c'est intéressant qu'il y ait des poteaux électriques sur lesquels il n'y a pas de fil électrique. Ouais. Comme si le monde réel, tel qu'il est représenté, c'était un monde dans lequel il n'y avait pas d'énergie, justement. Et que le seul moyen d'insuffler de l'énergie, voire une énergie qui est destructrice, c'est de laisser libre cours à son imaginaire et à son inventivité. Enfin, on peut l'interpréter comme ça. Et donc, cette chute, on la retrouve par exemple dans la série L'Incal que Moebius a imaginé avec Alejandro Jodorowsky, parce que la bande dessinée s'ouvre sur la chute du personnage principal d'Ifoul et elle va se refermer sur cette même chute. Donc il y a vraiment une sorte d'obsession moébiusienne de la chute qui pourrait vraiment être associée à celle de l'inconscient et du rêve, parce qu'on pourrait très bien y voir une allusion à Little Nemo de Winsor McCay. Vous savez, les planches de Little Nemo, ça se passe toujours dans le monde du rêve, et à la fin de chaque planche, Little Nemo se réveille. Et généralement, il se réveille en tombant de son lit. Et c'est pas impossible que Moebius pense à ce personnage, parce que en 1985, il va participer à une adaptation en bande dessinée qui est en train de se réaliser au Japon. Il va passer un certain temps au Japon pour travailler à ce dessin animé qui finalement se fera sans lui. En tout cas, en 81, il y a un récit assez intéressant qui s'appelle Double Évasion, qui a pour mérite de conjuguer les deux thématiques, celle de l'envol et celle de la chute. On voit un personnage qui semble être prisonnier d'une tour et qui, grâce à la lévitation, s'en échappe, mais c'est sans compter le geôlier qui fait sa ronde et qui s'aperçoit que le personnage comme ça s'envole. Il prend la peau de l'escampette, il lui tire dessus. Le personnage est touché, il tombe. On peut supposer qu'il meurt parce que son enveloppe charnelle et son aura spirituelle se désolidarisent. Le corps physique continue de chuter, tandis que la manifestation spirituelle, elle, continue de s'élever. Donc, vous voyez, ce récit conjugue la chute et l'élévation, dans une perspective très, très spiritualiste. Et ce qui est intéressant à la fin, c'est que le gardien semble prendre conscience de son propre enfermement. Vous voyez ? Effrayé par la lueur, effrayé par la lumière qui se dégage en fait de cette manifestation spirituelle, il prend conscience que lui, il est doublement enfermé. Autant le personnage, lui, s'évade doublement, parce que son corps, néanmoins, s'évade de sa prison, et après, de la prison de son corps, il y a son entité spirituelle qui s'évade à son tour. Lui, le garde, en fait, il est doublement enfermé à la fois dans sa prison faite de murs et dans sa prison faite de chair. Donc ça, c'est un pan assez important de l'œuvre de Moebius, qui est consacré à des questions comme ça, un peu spirituelles. Je reviens en arrière et je parle de l'autre grand récit qui va innerver les années 70 de Moebius, à savoir Le Garage hermétique, qui a une histoire particulière parce que normalement, c'était une histoire à suivre qui ne devait pas avoir de suite. Vous voyez, c'était un récit qui devait se jouer des codes, un peu comme le pop art, un peu comme le nouveau roman, un peu comme la nouvelle vague. En fait, ça se présente comme le premier épisode d'une série qui s'appelle Le Garage hermétique de Jerry Cornelius, un titre complètement absurde et invraisemblable, de façon à ce que, c'est Moebius qui le disait, il soit sûr qu'il n'y ait pas de suite qui puisse être imaginée. Le fait qu'il n'y ait pas de décor, ça montre bien que le récit vient de nulle part et qu'il va nulle part. Et on nous parle de l'élaboration d'une machine qui est révolutionnaire, semble-t-il, sauf que par une mauvaise manipulation, l'ingénieur qui est chargé de sa construction le détruit.
Donc c'est comme si en fait le récit lui-même était cassé, saboté. Et que du coup, il ne peut pas continuer. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de suite. Ça, c'est sans compter l'intervention du rédacteur en chef de Métal Hurlant, Jean-Pierre Dionnet, qui a dit à Moebius, « Ah non, ça c'est génial, il faut faire une suite. » Donc, Moebius a été obligé de s'engager dans une suite comme ça et de créer en fait d'épisode en épisode un récit totalement improvisé qui avait pour contrainte évidemment de s'inspirer quand même des étapes précédentes, mais Moebius lui-même ne savait absolument pas dans quelle direction en fait il voulait aller. D'ailleurs, le titre là tend à faire penser que Jerry Cornelius serait le personnage principal, or pas du tout. Le personnage principal de ce récit, ça va être le Major Gruber. C'est vraiment une histoire, c'est même pas une histoire, c'est une double page qui est faite pour le plaisir des yeux, parce que l'ingénieur dit lui-même qu'il a eu le malheur de laisser brancher le palpeur de Mirette. Vous voyez, c'est un dessin qui... c'est un dessin, c'est deux planches qui ont pour vocation à faire plaisir aux yeux, quelque part. Hein. D'ailleurs, il y a tout un univers un peu psychédélique qui rappelle bien la contre-culture de l'époque. Du coup, à partir de là, il va être obligé de créer un univers et de donner corps à ce fameux garage. Alors, il va s'avérer que le garage hermétique, c'était cet astéroïde qu'on voit au centre, avec un trou au milieu. En fait, c'est un astéroïde dans lequel le Major Gruber a créé un monde illimité. Il a beau être relativement petit, cet astéroïde, en fait, il contient un monde qui n'a aucune limite, un monde artificiel qui a été créé par son imaginaire, et notamment par, dit-il, les 23 générateurs expanseurs à effet Gruber. Et dans ce garage, dans ce monde, il y a 3 niveaux. Le 3e niveau, c'est un niveau qui est sauvage, désert, où il y a plein de vestiges. On verra un exemple après. Là, c'est pareil. Hein, si on veut faire référence à Freud, on pourrait dire que c'est un peu comme l'inconscient, c'est un peu comme le ça. Si on fait référence au niveau numéro 2, qui est un niveau qui est beaucoup plus technologique, où il y a beaucoup plus de monde, alors que dans le ça, il n'y a personne. Hein. On pourrait dire que c'est le préconscient ou que c'est une forme du surmoi. Et dans le premier niveau, qui est intégralement mécanique et qui est ultra moderne, on serait à l'étape du conscient ou celle du moi. Mais il y a aussi des théories qui disent que finalement, ça pourrait s'apparenter aux trois constituants du cerveau humain. Vous savez, le niveau 3, ce serait le cerveau reptilien, un petit peu instinctif. Le niveau 2, ce serait le cerveau limbique, celui des émotions. Et puis le 3e, ce serait le néocortex, celui de la raison. Bref, il y a 3 niveaux dans le garage hermétique. Et le pauvre ingénieur Barnier, comme il a cassé la machine de Jerry Cornelius, il a trop peur de ce qui pourrait lui arriver, et donc il fuit. Et on voit, enfin vous ne voyez pas peut-être, mais vers la gauche, c'est marqué 3e niveau. Donc le laboratoire, l'atelier de l'ingénieur Barnier se situe au 3e niveau. On voit d'ailleurs qu'il y a une sorte de vestige de pharaon au bout. Tout ça est un environnement complètement désertique. Et pour fuir, il tue un garde. C'est un peu comme pour le récit court qu'on a vu précédemment. C'est une sorte de fuite de l'inconscient. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui fuit de l'inconscient. Et comment ça se manifeste ? Par un garde qui est tué, c'est-à-dire comme si on voulait s'affranchir des limites de la raison et qu'on voulait aller au-delà des bornes, au-delà des frontières qui sont imposées par les inhibitions diverses et variées. Et donc, pour traquer, en tout cas pour régler ce problème de l'ingénieur Barnier, il y a le Major Gruber qui va dépêcher un espion dans ce 3e niveau. Et cet espion, il a l'apparence du fantôme, un personnage de bande dessinée, de comics américain qui est créé par Lee Falk, qui est en fait une sorte d'archétype du super-héros, complètement impersonnel, parce que le fantôme, il n'est pas unique, il est multiple. Encore une fois, on retrouve des problématiques qui sont très liées à Moebius et à son goût pour les identités multiples. Le fantôme, en fait, c'est un personnage qui
c'est une sorte de dynastie où on s'échange le costume de génération en génération. Donc le fantôme, c'est personne. C'est toute une lignée, en fait. Et surtout, là, le fantôme, c'est pas vraiment lui qui traverse ce paysage, c'est un robot géant, un peu comme Goldorak. Et à l'intérieur, il y a des personnages qui le conduisent. Et c'est marrant parce que quand on lit la bande dessinée, on pourrait croire que c'est le fantôme qui parle. Mais en fait, c'est les personnages qui sont à l'intérieur de lui qui parlent. Vous voyez ? Il y a encore une fois cette limite entre l'extérieur et l'intérieur, entre ce qui est dans la tête des gens et ce qui se manifeste. Un renversement des polarités qui rappelle encore une fois, quelque part, le ruban de Moebius. En plus de ça, c'est complètement lié aux pulsions parce que ce fantôme va être obligé de se battre avec un être gigantesque et de l'abattre littéralement. C'est comme s'il se manifestait la pulsion de mort. Et les deux personnages à l'intérieur, un garçon et une fille, la fille va être très excitée par le combat et elle va se dire il faut faire l'amour tout de suite. C'est-à-dire à la pulsion de mort se manifeste la pulsion de vie et tout se passe à l'intérieur du personnage. Vous voyez ? Comme si c'était le petit théâtre des pulsions qui se passait à l'intérieur de la tête. Et un peu plus tard, au fur et à mesure des péripéties, le robot fantôme va être détruit, il va littéralement perdre la tête, et c'est en perdant la tête que les deux personnages vont réussir à partir de l'intérieur du robot et à accéder à un autre niveau. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît régulièrement dans la logique du garage hermétique, parce que pour changer de niveau, voire pour changer de monde alternatif ou de monde parallèle, les personnages, ils ne cessent de passer à travers des portes ou des ouvertures. C'est d'ailleurs ce qu'on verra dans les couvertures qui sont dédiées à cette saga, que ce soit le garage hermétique, l'homme de Siguri, et ça, la couverture en bas, c'est une couverture d'Inside Moebius, les derniers livres testaments en quelque sorte que Moebius va faire à la fin de sa vie. Et donc à chaque fois, il s'agit de franchir quelque chose qui ressemble à un cadre, quelque chose qui ressemble à une porte, quelque chose qui ressemble à une page, quelque chose qui ressemble à une case. Ouais, comme si le passage entre les mondes, c'était justement le passage à travers les images. On en voit un exemple dans le garage hermétique où le major Gruber il va rentrer dans son propre univers en franchissant évidemment une porte. Ça rappelle aussi la logique du garage hermétique parce que d'épisode en épisode, c'est comme si nous, lecteurs, justement, on franchissait les portes successives du récit et qu'à chaque étape du récit, on arrivait dans des univers parallèles quelque part. À la même époque, dans un récit qui s'appelle Tueur à gages et qui est un récit qui est dessiné à la manière de Tardi, vous voyez, c'est à la même époque. C'est pas du tout le même style. Encore une fois, c'est un autre Moebius qui apparaît. En tout cas, on a cet épisode où les personnages font face à une idole maya. Ouais. Et en fait, cette idole maya se révèle être une porte à travers laquelle il peut accéder à une autre réalité. Encore une fois, l'idée du déchiffrement de l'image qui permet d'aller au-delà des apparences et de franchir les mondes de cette façon. Même si là, le monde incroyable, le spectacle incroyable qui s'ouvre au personnage se conclut par, bon, entrez ou sortez, mais fermez cette porte pour l'amour du ciel. Dans L'homme de Siguri, on en a une variante avec le major Gruber qui fait face à une peinture qui s'avère être une carte du tarot. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'arcane numéro 16 qui s'appelle la maison Dieu, la maison de Dieu si vous préférez. C'est ce tableau coulisse pour laisser place au major Gruber. Un double. Ouais. Donc encore une fois, l'idée des réalités alternatives. Ce qui est intéressant dans cette carte de la maison Dieu, c'est que c'est une carte qui représente une tour qui est comme frappée par la foudre, duquel tombe un personnage. Vous voyez, on retrouve un peu l'univers de la chute, en tout cas cette thématique-là qui est inhérente à Moebius. Et on trouve aussi à travers la carte, cette référence à cette carte du tarot, quelque chose qui est prédominant en fait dans ce goût qu'il a pour la spiritualité, pour le côté hermétique, pour le côté complètement, comment dire, imaginaire. Enfin, vous voyez, des images qui ont une puissance de révélation, en quelque sorte.
D'ailleurs, à cette époque-là, il connaît déjà largement Jodorowsky, il le connaît même depuis presque 20 ans, et Jodorowsky, c'est un grand tireur de tarot. Hein. Et ce qui est intéressant avec le tarot aussi, c'est que c'est une image qui se lit. Le tarot, les cartes du tarot, ce ne sont pas des images qui se contemplent, c'est des images qui se lient. Et c'est en mettant les cartes ensemble qu'on doit se faire une lecture du tarot. Un peu comme pour les cases de bande dessinée. En tout cas, la Maison Dieu, c'est une case qui pourrait... Enfin, c'est une carte qui pourrait paraître inquiétante, mais en fait, elle symbolise le bouleversement, l'éclosion, l'ouverture. Voyez ? C'est-à-dire qu'on aurait pu croire que la chute... C'était une manifestation un petit peu angoissante de la crise existentielle ou ce qu'on pourrait imaginer. En réalité, non, en fait. C'est un renouveau, d'une certaine façon. Et la Maison Dieu, c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est une carte qui est multiple et qui peut se lire de multiples façons. Parce que la Maison Dieu, on pourrait la lire aussi en disant que c'est la Maison Dieu, la maison des yeux. Ouais. C'est aussi une carte qui se dit l'âme et son Dieu. Et comme c'est l'arcade 16, c'est aussi une carte qui se lit l'âme et son diocèse. Donc encore l'idée de l'enfermement et l'idée du contenant et du contenu qui s'imbriquent tout le temps l'un dans l'autre et dont les multiplications des sens et des significations sont infinies. Et du coup, c'est exactement ce que Moebius disait lui-même. Les univers en expansion permettent de tout imaginer. Par exemple, que toutes les histoires que j'ai dessinées appartiennent au monde de Gruber ou un monde régi par les mêmes règles, l'univers Moebius. Ouais. Donc, en fait, le garage hermétique, ce monde à 3 niveaux, etc., c'est clairement en fait l'univers de Moebius. C'est le monde intérieur de Moebius. C'est ce qu'il contient à l'intérieur de lui-même dans les limites de son imaginaire. D'ailleurs, le Major Gruber, dans sa manifestation la plus caricaturale, c'est un explorateur avec son casque colonial, comme si c'était un personnage qui était voué à l'exploration de l'inconscient de Moebius. Lui, ce n'est pas un explorateur qui va coloniser des pays lointains, etc. C'est un explorateur qui est chargé, justement, de traverser les multiples identités de son auteur, de son créateur, c'est-à-dire Moebius. D'ailleurs, lui-même change beaucoup, vous voyez, avec ce casque qui est énorme, une manifestation qui est un petit peu cartoonesque à gauche et de nouveau plus réaliste à droite, par exemple. Cette alternance d'ailleurs des personnages, elle permet aussi de parler rapidement de Jerry Cornelius. Jerry Cornelius, ce n'est pas un personnage de Moebius, c'est un personnage d'un auteur de science-fiction anglais qui s'appelle Michael Moorcock. Et Jerry Cornelius, c'est une sorte de super-héros ambigu. Il s'appelle un super champion de l'imaginaire, enfin du monde imaginaire qui est créé par Moorcock, qui a pour particularité de changer de sexe régulièrement. Quelquefois c'est un garçon, quelquefois c'est une fille. Et d'ailleurs, là on le voit sur une photographie, et le modèle de Jerry Cornelius, pour cette image-là, c'est Patti Smith. Patti Smith, la chanteuse Patti Smith. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur cette... donc on voit les différentes manifestations de Jerry Cornelius, en tout cas dans les éditions françaises. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur la photographie de Jerry Cornelius que regarde le Major Gruber, il y a aussi une pipe à hashish. Vous voyez, à gauche. Donc c'est comme s'il y avait, vous voyez, à travers l'image, la photographie et la pipe à hashish, une conjonction qui évoque les pouvoirs de l'imaginaire. Oui, d'ailleurs, le vaisseau, le Siguri, le vaisseau de Major Gruber qui s'appelle le Siguri. Le Siguri, c'est un cactus. C'est le nom d'un cactus sacré au Mexique, qui est un cactus au pouvoir psychotrope et hallucinogène. Donc c'est cohérent avec l'évocation du hashish. C'est cohérent aussi avec l'improvisation totale du garage hermétique qui a été largement écrit sous l'emprise en fait, de la drogue. C'est... Moebius qui le disait lui-même, les scénarios du garage hermétique, hein, pas n'importe lesquels, jaillissaient de la fumée. Donc, littéralement. C'est pas que ça jaillissait de nulle part et que c'était quelque chose de fuyant, etc. Ça jaillissait de la fumée de la marijuana, en quelque sorte.
La façon dont ça se termine, c'est le Major Gruber qui s'enfuit de son propre monde parce qu'il est poursuivi. Et il arrive, en franchissant la porte 9 comme renouveau peut-être, ouais, à la station Opéra à Paris. Ça se termine là-dessus. Il prend le métro, il s'en va. C'est intéressant, sachant que opéra en latin, ça veut dire œuvre. Il est arrivé à conclure son œuvre quelque part et à se fondre dans la réalité qui finalement l'entoure. C'est comme s'il quittait le monde imaginaire de Gruber, c'est-à-dire l'univers Moebius, pour revenir à la réalité. Et quelque part, ça rappelle un petit peu ce qu'il a pu dire plusieurs fois sur son travail, quand il disait que tout le travail de Moebius vise à mettre à jour la névrose grave, née du sentiment de ne pas me sentir partie prenante socialement, ni même historiquement, du monde dans lequel j'évolue. Et donc, tout le garage hermétique, on pourrait le voir comme une sorte de façon, de moyen de résoudre cette névrose. Et c'est à travers l'exploration de son imaginaire qu'il parvient finalement à prendre pied dans le monde réel. Comme si finalement la création de bandes dessinées et d'univers complètement fantasques avait pour vocation à réparer des fêlures qui sont au cœur de son imaginaire. C'est d'ailleurs ce qu'on va avoir dans une bande dessinée en 1985 qui s'appelle Réparation. Ouais. Le terme n'est pas anodin. Hein. Un peu comme d'ailleurs le personnage, vous savez, qui vient réparer quelque part le ptérodelphe de Arzac de façon à ce qu'il puisse reprendre son vol. Là, ici, il y a deux personnages récurrents qu'on va retrouver tout le long des aventures du monde d'Edena qui vont réparer une voiture d'une sorte d'être divin, un véhicule divin, d'un personnage qui sillonne une planète. Son but n'est nul autre que de sillonner une planète sans aucun autre but. Et il est en panne. Et donc, il y a les deux personnages qui doivent le réparer. Et du coup, il y en a un qui plonge à l'intérieur du moteur, quelque façon qu'on puisse le nommer. Et dans ce moteur, il arrive dans un monde qui ressemble d'ailleurs à une planche de bande dessinée, je ne sais pas si vous voyez en haut à droite, et avec un bâtiment, un immeuble. Il s'approche de l'immeuble et il fait face à un enfant qui est malheureux parce que son sous-marin il est cassé. Et en fait, c'est Giro, cet enfant. Parce qu'il a plusieurs fois évoqué le chagrin immense que lui avait causé le fait qu'un de ses sous-marins, quand il était petit, son jouet avait été cassé. Il ne pouvait pas remonter à la surface, ou il ne pouvait pas plonger, je ne sais pas bien, mais en tout cas, on retrouve l'idée de s'élever et de descendre. Et donc, le réparateur, il répare le petit sous-marin du garçon, et c'est grâce à ça, en fait, que cette divinité qui sillonne la planète, elle peut repartir. C'est comme s'il s'agissait de réparer quelque part une fêlure de l'inconscient de Moebius, de façon à ce que la route puisse se poursuivre. Et cette idée-là, on la retrouve dans une sorte de réécriture de ce récit qui s'appelle Les Réparateurs, qui a été créé 20 ans après celui qu'on vient de voir. Et pareil, on retrouve ces deux personnages de réparateurs qui évoluent dans un monde très inquiétant, futuriste, fantastique, jusqu'à arriver dans une sorte de machine qui rappelle un peu la salle des machines qu'on a pu voir tout à l'heure avec Arzac. Et au cœur de cette machine, on voit un personnage qui est en train de dessiner, c'est le jeune Moebius. Et en réparant cette machine, il rend à Moebius son inscription dans la réalité, quelque part, et sa capacité à créer d'autres mondes. Vous voyez, il y a toujours l'idée de créer en fait un moyen qui, par le prisme de l'inconscient et de l'imaginaire, décoince quelque chose qui permet à l'individu de s'inscrire dans la réalité et de faire ce qu'il doit faire, à savoir créer justement d'autres mondes. En tout cas, c'est à ça qu'on pourrait résumer Moebius, une sorte de créateur d'univers, de créateur de visions complètement folles, complètement délirantes, mais absolument
attractives, enfin séduisantes, et qui séduisent d'autant plus qu'on n'a jamais cessé de les décrypter, de les explorer et d'en trouver des significations diverses et variées. Je n'ai pas prétention à dire qu'à travers tout ce que j'ai dit, j'ai résumé l'alpha et l'oméga de Moebius, parce que ça s'étend à beaucoup plus de choses. Mais c'est n'empêche quelqu'un qui a réussi à marquer son temps en se révolutionnant constamment lui-même et ainsi a inspiré beaucoup d'autres dessinateurs, beaucoup d'autres artistes, notamment en les engageant à faire ce voyage à leur tour, à aller aussi vers cet imaginaire et à ce dépassement de soi qui procède à une exploration aussi de soi-même. Et là, je voulais encore faire référence à ces personnages des réparateurs qu'on retrouve dans une histoire promotionnelle qui s'appelle Sur l'étoile, mais qui était normalement faite pour faire une brochure publicitaire dédiée à Citroën. C'est pour ça que le titre d'origine, c'est La croisière Citroën. Et on voit encore une fois ce voyage qui se fait au milieu de nulle part, dans un désert absolument désespérant de platitude. La planète s'appelle boule de billard, enfin billard en fait, mais on peut s'imaginer que c'est boule de billard. Et ils essaient d'atteindre un objectif très lointain qui se manifeste chaque nuit par des choses très lumineuses à l'horizon, comme on peut le voir là-bas. Et la fin du voyage, c'est d'arriver au pied d'une pyramide qui s'avère être un vaisseau, en fait. C'est un vaisseau qui va permettre d'aller jusqu'au monde d'Edena, Edena comme Éden, une sorte de paradis terrestre, de renouer en fait avec le paradis des êtres humains, là où ils seront parfaitement eux-mêmes. Et peut-être que la leçon de Moebius, c'est ça justement, d'inviter chacun, lecteur comme créateur, à accomplir son propre voyage, d'aller jusqu'au bout de l'horizon, jusqu'au bout de ce qu'on recherche, mais de ne jamais y voir un accomplissement, parce que cet objectif se réalise par un nouveau départ. Et c'est là-dessus que j'aimerais bien finir, en faisant référence à une image de Laurent Durieux, qui a été créé en hommage à cette histoire sur l'étoile et qui vient tout juste d'être dévoilée. Je voulais finir sur cette image parce que Laurent Durieux, c'est quelqu'un qui est absolument fan de Moebius et qui ne serait sans doute pas devenu illustrateur, dessinateur, graphiste, artiste, quelque façon qu'on puisse le nommer, s'il n'y avait pas eu cette épiphanie avec la découverte de Moebius. Et peut-être que ce qui est beau aussi dans l'impact que Moebius aura eu sur le monde dans lequel on s'inscrit aujourd'hui, c'est cette façon qu'il a eu de générer des inspirations, des vocations comme celle-là, et d'inviter d'autres artistes à suivre cette voie de la création et de l'exploration de ses propres obsessions et de ses propres pensées imaginaires. Et voilà, c'est sur ces mots que je voudrais terminer, en dédiant évidemment cette conférence à Laurent Durieux, justement.